Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, aujourd'hui, on va regarder une vidéo ensemble concernant Francis Ngannou. Francis Ngannou qui a signé récemment au PFL au détriment de l'UFC. Il nous dit pourquoi est-ce qu'il a fait ce choix et il nous raconte un peu les dessous du PFL et de l'UFC, en fait, comment ces deux organisations sont totalement différentes concernant la gestion des combattants, concernant la masse salariale des combattants. En fait, il nous dit tout. Il nous dit tout. C'est sans filtre. Et voilà. Et c'est une interview assez excitante, en fait. Donc, on va la regarder ensemble. Nous avons proposé à Francis un deal qui aurait fait de lui le poids lourd le mieux payé de toute l'histoire du UFC, plus que Brock Lesnar, plus que n'importe qui, mais il a refusé le deal. Nous sommes arrivés à un point où, vous savez, nous sommes revenus au départ, à savoir, si vous voulez ne pas être ici, vous n'avez pas à être ici. Je pense que Francis est actuellement dans une dynamique où il préfère ne pas prendre trop de risques, pensant qu'il est en posture de faire le choix d'affronter des adversaires moins importants et gagner plus d'argent à l'extérieur. Nous allons donc lui laisser l'opportunité de faire ce qu'il veut. Nous allons le libérer de son contrat. Nous allons lui laisser les droits pour faire ses combats. Et il peut maintenant faire ce qu'il veut, où il veut. Mais il a dans sa tête l'idée qu'il y a de plus grandes opportunités en dehors de l'UFC en affrontant des adversaires moins dangereux. En fait, si vous voulez tout savoir, presque rien n'a fonctionné. L'UFC a un modèle de business auquel il ne veut pas changer pour aucun prétexte. Et ce modèle, il est construit uniquement pour l'entreprise, mais qui ne considère pas, en fait, pour moi, ça ne considère pas les combattants et l'intérêt des combattants, notamment la santé et aussi le côté financier. Donc, pour moi, il était question, parce que de par le passé, j'en ai fait l'expérience par moi-même, euh, dès le moment où j'ai commencé à vouloir quelque chose de mieux pour moi, à refuser, à signer un contrat et peut-être achever le contrat auquel j'avais en cours, les choses ont été très compliquées. En gros, j'étais forcé à signer un contrat parce que je recevais des pressions, la pression financière, d'où l'UFC prétend doivent donner 2 à 3 combats à chacun de leurs combattants, puisqu'ils ne vivent que de ça. Ils ont l'exclusivité de combattre à l'UFC. Donc, de ce fait, l'UFC aurait eu l'obligation de leur donner 2, 3 combats par an, ce qui n'est pas le cas, parce qu'en 2019, 2020, je crois 2020, Yo les gars, j'aimerais juste mettre une petite précision, en fait, à rajouter un peu à ce qu'il est déjà en train de dire. Il y a que les combattants qui ont l'exclusivité que de combattre à l'UFC, les gars. Et non les arbitres. Les arbitres, eux, ils peuvent combattre, ils peuvent arbitrer dans d'autres organisations comme au PFL ou One Championship. Ils peuvent combattre dans ces organisations-là. Par contre, les combattants, eux, ils ne peuvent pas. Ils sont liés à l'UFC, ils ne peuvent combattre que pour l'UFC. Et les arbitres, c'est totalement le contraire. Peuvent arbitrer pour n'importe quelle organisation. 21, j'ai fait un combat chaque année. Pourquoi? Parce que pour moi, pour eux, c'était une façon de me mettre la pression financièrement pour que je sois obligé de me soumettre à leur offre et de signer un nouveau contrat pour pouvoir être à l'aise financièrement. Au début de chaque année, on s'attend en tant que combattant de l'UFC de faire 2, 3 combats parce que notre salaire ne nous permet pas de tenir toute l'année. Le salaire d'un combat ne nous permet pas de tenir toute l'année. Donc, du coup, sachant qu'on compte sur ça, ils ont utilisé ça comme moyen de pression. Et ça, déjà, c'est quelque chose qu'il fallait qu'on résout, que l'UFC ait des responsabilités dans ce contrat, parce qu'il est inadmissible qu'on a l'exclusivité avec une personne qui n'a aucun engagement avec nous. Après avoir fait des études sur ce contrat, il est clair que l'UFC n'a pas d'obligation envers les combattants. Et pour moi, je ne voulais pas signer un contrat de ce genre. J'avais besoin
d'une responsabilité des deux parties. Ce n'était pas trop demandé parce que quand on y pense bien, je pense que c'est un changement qui est nécessaire, c'est un besoin qui est nécessaire pour tout le monde. Vous allez constater que le modèle de contrat de l'UFC, les bases salariales de l'UFC, aujourd'hui sont des bases salariales qui datent de 10 ans, voire même plus. Le problème, c'est qu'avec l'inflation, nous, les combattants, on souffre. L'entreprise se grandit. On peut bien voir qu'ils sont entrés en bourse en mai 2021. L'entreprise se grandit financièrement, mais les combattants ne font que devenir petits. On a les mêmes bases salariales d'il y a 10 ans. Pourtant, Ouais, les gars. Et ça, c'est quelque chose de très triste parce que, prenons le cas de la NBA, par exemple. La NBA, les joueurs de NBA reçoivent 50% des revenus. 50% des revenus vont aux basketteurs. Et les autres 50%, c'est pour l'organisation. Par contre, l'UFC, sur 100% des revenus, 13% ne vont qu'aux combattants, les gars. C'est fou. 13% des revenus ne vont qu'aux combattants. Ah ouais, c'est fou ça. C'est fou ça. Et c'est fou. Et le reste, c'est pour l'organisation. Donc, 16% des revenus ne vont qu'aux combattants. Donc, en fait, ils sont sous-payés, les gars. Les gars, ils sont sous-payés. C'est fou. Et 87% des revenus vont à l'organisation. 87%, les gars, vous imaginez. Et le PFL veut suivre le même modèle que l'NBA, c'est-à-dire 50% pour les combattants et 50% pour l'organisation. Il veut le faire comme la NBA. Et je vous dis, l'UFC, franchement, les combattants, dans quelques années, la plupart des combattants opteront pour le PFL. on fait face aux inflations d'au moins 20% pendant les 3 dernières années. Les 10 000 ou 12 000 dollars qu'on recevait sur un contrat de base il y a 5 ans n'ont plus la même valeur aujourd'hui. Je suis arrivé à Vegas, je louais un appartement à 2 000 dollars. Ce même appartement aujourd'hui coûte dans les 3 000 dollars. Et si on a le même salaire, alors que pensez-vous de notre revenu? On ne s'en sort pas. Et par-dessus tout, si on fait un sport où on met notre physique en jeu, où on compromet notre avenir, parce que ne croyez pas que je n'étais pas content de me Qu'est-ce que tu merde de cul de me retrouver dans cette position. Mais il y avait des réalités auxquelles il fallait parler, il fallait toucher du doigt. J'ai vécu, je m'entraîne dans une salle où il y a plusieurs combattants de l'UFC. Ok, pour moi, ça passe encore parce que aujourd'hui, je ne suis pas un débutant. J'ai quand même un salaire. Je peux me permettre de payer une assurance santé, quel que soit son prix. Mais nombreux sont des combattants qui ne peuvent pas. Pourtant, ces gars, ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour mettre du show à l'UFC. Alors, je pense que la moindre des choses dans un sport comme celui-là, c'est une assurance santé. C'est pas trop demandé. Je pense que c'est logique. C'est pas des exigences. Ah ouais, les gars, il a totalement raison. La moindre des choses que l'UFC devrait faire, c'est une assurance santé, les gars. C'est le basique, c'est le strict minimum, les gars. Bah, les gars, ils veulent tout pour eux, hein. C'est chaud. Ceux qui n'ont pas d'essence. C'est évident. J'ai vu des combattants, on fait des opérations aux États-Unis. J'ai vu des combattants qui recevaient des factures de 2 000 dollars parce qu'ils ne sont pas dans la période de combat. Donc, du coup, ils ne sont pas couverts. Ouais. À partir de ce moment, on fait quoi? Peu importe. Il était en salle, il s'entraînait dans le même but, mais il n'est pas couvert. Ce combattant, il touche 12 000 dollars. Il combat 2-3 fois par an à peine. Il paye les coachs, il paye tout. Au final, il a du mal à vivre. Il vit en colocation avec des amis et pour certains, ils sont obligés d'avoir un boulot à côté. Ouais. Pourtant, ils ont un contrat exclusif. Ils n'ont pas le... Ah ouais, c'est ça. Hein. Franchement, je vous dis, les gars, la majorité des combattants ont un boulot. Des combattants à l'UFC ont un boulot à côté, à part être combattant. Prenons par exemple le cas de la sœur de Valentina Shevchenko. Je sais plus, je me rappelle plus de son prénom.
elle, son second boulot, elle est pilote. Elle est pilote d'avion. Elle est combattante et pilote d'avion. La sœur à Valentina Shevchenko. C'est pour vous dire que elle, je pense pas qu'elle combat 3 fois l'année. Elle combat maximum 2 fois l'année. Et 2 fois, c'est souvent rare. En 2022, non, je pense qu'elle a combattu en 2022. Et en 2023, elle n'a pas encore combattu. C'est pour vous dire que je pense que d'ici la fin de l'année, elle combattra qu'une seule fois. Et comment peux-tu t'en sortir avec de tels revenus, surtout si tu combats 1 fois, 2 fois l'année, les gars? Ça supporte pas le train de vie. Et elle est pilote. Elle est pilote d'avion. Voilà. Droit de chercher mieux ailleurs. Ils n'ont même pas le droit de communiquer avec une autre promotion de la même catégorie. Donc, du coup, je pense que c'est un peu pas proportionnel vu l'engagement qu'on a envers cette entreprise et que l'entreprise n'a pas le même engagement avec nous. Je n'ai pas demandé les choses très fou, quoi. Mais pour ce qui est des représentants des combattants au board meeting de l'UFC, je pense que ça a aussi du sens parce que, à mon avis, après, je pense que parfois l'UFC prend des décisions qui vont à l'encontre qui vont à l'encontre des combattants sans toutefois avoir l'intention de nuire les combattants. Alors, je trouve qu'il est nécessaire que l'UFC considère quelqu'un qui serait sur place, qui va comprendre et écouter les combattants, qui va être la voix des combattants et qui va défendre les causes en disant « Ok, on comprend bien votre décision, mais sachez que en tant que combattant, voici comment ça impacte sur les combattants. Voici comment on perçoit. » Aujourd'hui, on n'a plus les droits de sponsoring parce que tout ce qui doit passer sur le ring doit être géré par l'UFC. T'as beau eu ton sponsor derrière, mais tu peux pas entrer dans la cage avec, tu peux pas avoir ça sur ton t-shirt. Ouais. Pourtant, c'est là où tu pouvais... Et ça, c'est très important, les sponsoring, les gars. Quand tu es un athlète, les sponsoring, c'est très, très important. Les sponsoring, tu gagnes quasiment plus souvent. Tu gagnes la même somme qu'un combattant, voire plus, en fait. Et Francis, lui, il a un sponsor qui s'appelle Gymshark. Gymshark, c'est un sponsor à Ngannou. Ngannou est un ambassadeur à Gymshark. Et on l'a jamais vu combattre avec le logo Gymshark parce que Gymshark ne peut pas être perçu dans l'octogone quand Francis combattait, quand il était à l'UFC en tout cas. Et voilà, l'une des politiques de l'UFC. Voilà. Et dans ce sens, tu perds beaucoup d'argent. C'est-à-dire que Francis, lui, il ne pouvait que s'habiller avec le logo Gymshark en dehors de ses combats, de la vie quotidienne et tout, faire des pubs et tout, mais pas quand il combattait. Alors que quand il combat, c'est où on le voit le plus mondialement. Et quand il est sous Gymshark, voilà, c'est une pub, quoi. Il fait de la pub pour la marque et il ne pouvait pas la faire quand il était à l'UFC. Et voilà de l'argent perdu. Voilà de l'argent perdu, les gars. Franchement, les sponsoring, ça rigole pas. Hein. Les sponsoring apportent beaucoup d'argent aux athlètes. Arrondis ton salaire, arrondis ta fin du mois. Mais on n'a plus ce droit. Et avec le temps, on nous prive davantage des droits. Avant, c'était possible. Avant, des combattants, ils étaient à l'UFC et ils avaient beaucoup d'argent du sponsoring. L'année passée, j'ai perdu beaucoup d'argent, plus que j'en ai gagné à cause de ce sponsor. Il y a par exemple le contrat avec Crypto.com qu'ils ont signé, alors que moi, j'étais derrière en train de tisser. Effectivement, voilà. Entre-temps, moi, j'étais en train de conclure un contrat de plus d'1 million de dollars avec Coinbase. Et du coup, après l'annonce de Crypto.com, d'où on était obligé d'avoir une grosse tête de logo de Crypto.com sur notre t-shirt à l'entrée du jeu, sans notre consentement et sans aucun intérêt, j'ai perdu cette somme. Alors, qu'est-ce que j'ai eu sur le contrat de Crypto.com? Mais $0. Alors que à côté, j'ai perdu un deal.
Je pense il y avait plusieurs facteurs dans le contrat de PFL qui étaient très, très séduisants. Mais tout d'abord, en commençant par PFL Afrique. Et ça, j'étais certain de ce projet parce que ce n'était pas juste un projet où ils ont monté pendant la nuit pour venir me séduire. C'était un projet que j'avais entendu parler de ça il y a de cela 2 ans à peu près. Donc, je savais que PFL travaille sur un truc dans ce sens. Et là, ils sont revenus avec une proposition beaucoup plus intéressante, une volonté d'avancer dans ce sens et de développer le sport sur le continent africain, une vision mondiale où l'Afrique devait être un grand acteur. Ah ouais, c'est très beau ce qu'ils sont en train de faire le PFL hein, pour l'Afrique, le PFL africain. Ça va être très beau. Et l'UFC est dans la même optique aussi, l'UFC africain. Non, ça va être super, hein. Franchement, il y aura plus de visibilité au niveau des athlètes africains, au niveau des prospects africains et des athlètes africains qui veulent se faire voir parce qu'en Afrique, il y a du talent, il y a de la force, les gars. Franchement, des combattants en Afrique, il y en a. Des Ngannou, il y en a plein en Afrique. Des Ngannou, il y en a plein en Afrique, les gars. C'est juste qu'ils ne sont pas visibles, c'est juste qu'ils n'ont pas l'opportunité de pouvoir performer au niveau mondial. Mais sinon, des Ngannou, il y en a des tas, les gars. Dans cette organisation et ça d'entrée de jeu ça m'a intéressé même avant qu'ils ne font leur première proposition j'étais déjà mon cœur penchait déjà plus pour PFL parce que je l'ai trouvé très intéressant et les trucs auxquels ils faisaient attention, les clauses du contrat, les thèmes, ce qu'ils mettaient en table comme pour une négociation était très intéressant pour moi en fait. Oui, effectivement, je ne peux pas jouer que le rôle de combattant parce que, comme nous le savons, c'est un peu, euh, on est un peu, comment dire, on est un peu isolé aujourd'hui. En tant qu'Africain, l'Afrique est un peu isolée. On a tendance de ne pas être pris au sérieux, même si on ne cesse de se prouver. Et ceux qui n'ont pas cette opportunité ne se font pas entendre, ne se font pas voir. Alors du coup, ayant déjà pris il y a quelques années des actions à ce sujet, dont j'ai fait la fondation Francis Ngannou qui aidait aussi à développer le sport dans le milieu et aussi aujourd'hui avec notre partenaire Premier Bet, on a construit une salle de 2 étages dans la ville de Douala qui sera une salle de MMA et qui a été totalement financée par Premier Bet et pour mettre à disposition des jeunes Camerounais et Africains de part et d'autre qui veulent participer à ce sport parce qu'on a constaté qu'il y a un problème majeur sur le continent qui est l'infrastructure, l'encadrement de cette discipline et peut-être l'entraînement. Donc, il est donc question de travailler sur ces aspects. PFL Africa n'est pas juste une organisation comme les autres qui vont aller faire un événement, mettre un choix à l'américain et porter ses valises pour s'en aller. Puis PFL Africa, c'est une organisation africaine, même si c'est une branche de PFL global, mais c'est une organisation qui va travailler, qui va faire un travail de fond pour développer, déjà pour donner l'opportunité à ces talents africains de se développer en eux-mêmes avant de pouvoir combattre sur la scène, sur la grande scène, sur le niveau international, mais tout en restant en Afrique, plus forcément besoin de s'expatrier ou de prendre des risques inutiles pour aller s'entraîner ou avoir l'opportunité, espérer l'opportunité de s'entraîner et de combattre dans une belle organisation. Là, la belle organisation nous trouve à la maison et ce serait l'opportunité de quiconque peut vouloir combattre de s'exprimer. Voilà les gars, donc c'est
c'est tout pour cette vidéo. Mais on se dit, on se dit à la prochaine pour la suite. Et sinon, on a un peu plus, on a pu voir ce qui a poussé Francis à signer pour PFL. Et, et plein de gens auraient fait la même chose, les gars. Franchement, il devient coprésident d'une organisation. Et c'est super. Franchement, c'est super pour lui. C'est super. Et on attend de voir combat prévu, premier combat au PFL prévu en 2024. Et on a hâte d'y être, on a hâte d'y être. Franchement, c'est super pour lui et c'est super pour le sport africain. Et ça donnera beaucoup d'opportunités aux Africains de pouvoir se mettre en exergue, de pouvoir se faire voir, de pouvoir démontrer le talent qu'ils ont parce qu'en Afrique, il y a plein de talents. Il y a, il y a plein de personnes qui ont le potentiel d'un Francis Ngannou. Il y en a plein. Et on a hâte de voir ce que ça donnera le PFL Africa. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, les gars. Peace.